Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Une veille plus accrue et une rigueur réglementaire des activités des médias communales et municipales de mai 2020. Une décision de la HAC en faire une priorité. Décision au menu d'une séance de travail au sein de l'instance de régulation ce mercredi matin. Parlant toujours des communales et municipales de mai 2020, restaurer l'espoir jette l'éponge. C'est un aveu d'impuissance, disent les populations. Les arguments, vous les entendrez dans cette édition. Des plaintes à propos de l'odeur de l'eau de la Soneb à Parakou. Pas d'inquiétude, rassurent les responsables de la société. Dans ce journal, les explications et assurances du chargé de la qualité de l'eau. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le parti Restaurer l'Espoir ne sera pas de la course aux élections communales et municipales. Une décision qui fait suite à la séance de travail extraordinaire du parti tenue à Cotonou ce lundi 10 février à son siège. Suivons dans cet élément l'avis de quelques citoyens au micro de Sandra Fadiyi et de Semiat Yessoufou. Le code électoral a prévu 10% sur le plan national. Nous connaissons la RE qui est Réseau et Espoir de Kandi Azanaï. Depuis lors qu'il a créé son parti, il n'a jamais trouvé un député à l'Assemblée. Même un conseiller, jamais. C'est une seule fois, si j'ai la belle mémoire, qu'il a trouvé un seul conseiller au Nord. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir trouver 10% sur le plan national, c'est difficile. Les partis RE et ses consorts ne peuvent jamais trouver les 10% sur le plan national. C'est pour de cela qu'il a pu décider d'aller pas aller aux élections. Restaurer l'espoir est en train de faire une démission, soit disant que le parti ne participera pas aux élections communales et municipales. Pour moi, est-ce que ce n'est pas une peur? Parce que quand moi je vois ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, avec toutes les réalisations, ce que moi je vois, moi je n'ai jamais su que notre Bénin a aussi de potentialités pour aussi un développement certain. Pour moi, c'est une fuite en avant, c'est une peur, parce qu'ils ne peuvent pas affronter le gouvernement en place. C'est ce que moi je vois. Sinon, ils allaient aller se mesurer, pour voir s'ils sont encore une certaine potentialité. Le parti, ceux qui sont dans Restaurer Espoir, ceux qui sont dans l'URS, eux tous sont partis parce qu'ils ont vu qu'il y a la conviction de l'autre côté. Il y a la conviction de la mouvance. Le président Patrice Talon, moi je le salue et je lui souhaite un bon parcours et que Dieu le garde pour nous. J'ai souvent dit ici qu'on peut être contre le président Patrice Talon. Mais vu ce qu'il met en place comme machine, et vraiment, si tu n'as pas de couilles, tu ne peux pas y faire face. C'est le cas de Kandi Azanaï. Et l'homme a montré, n'est-ce pas, aux Béninois, qu'il est au-dessus de tous les présidents au poste, n'est-ce pas, au Bénin. Mais avec le président Patrice Talon, on constate que c'est tout à fait le contraire. Il ne peut pas faire face à cette machine-là. Donc lui-même, il a fait ses analyses et il a constaté que, vu, n'est-ce pas, les lois qui sont en vigueur actuellement, il ne peut pas obtenir les 10%. Donc vraiment, il a jugé bon, n'est-ce pas, d'esquiver, de laisser, n'est-ce pas, ces élections. Et c'est la raison qu'il a trouvée, c'est de dire que les lois qui ont été votées ne sont pas favorables, n'est-ce pas, aux partis politiques. Donc vraiment, il ne peut pas faire autrement, sinon il sera purement et simplement écrasé par la machine mise en place par le président Patrice Talon. Séance de vulgarisation de la décision portant réglementation de la couverture médiatique pendant la période de pré-campagne pour les élections communales et municipales. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, par une décision en date du 5 février 2020, souhaite assurer un rôle de veille et de régulateur des médias sur le contenu et les éléments de diffusion par tous les médias au cours de la période électorale. Une rencontre s'est tenue dans la matinée de ce mercredi 12 février 2020 au siège de l'institution sous la présidence effective de Rémi Prosper Moretti. Suivez ici le point de la séance présenté par le conseiller Franck Potier-Mais. On l'écoute. C'est une décision qui a été prise par la HAC lors de sa première session extraordinaire de l'année et en même temps première session extraordinaire de notre mandature.
une décision portant une réglementation de la période de pré-campagne. En réalité, il était question pour l'institution de régulation d'encadrer le comportement de tous les médias qui sont établis sur le territoire national pendant cette période préélectorale qui va précéder bien évidemment la période de campagne. Cette décision a été inspirée de l'article 47 du code de la loi portant code électoral qui dispose à peu près que sous quelque forme que ce soit, que nul ne peut, hors période de campagne, poser des actes de propagande et autres. Donc c'est une décision qui permet à la HAC de réglementer un peu le comportement des problèmes des médias le long de cette période électorale jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne. Nous avons également pris une décision qui met en place une commission temporaire chargée de réguler toutes les activités pendant cette période. Mais évidemment, la régulation là va au-delà de la période de pré-campagne et intéresse également la période de campagne. Donc, cette commission est chargée de veiller sur tout ce que les problèmes des médias écrivent, disent, font diffuser sur les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a une commission permanente qui est là, qui apprécie en tout temps les éventuelles déviances des problèmes des médias sur les médias. Mais au-delà, à cause de la sensibilité de cette période, il a été également mis en place une nouvelle commission qui est d'appoint, qui appuie tout ce qui se faisait au niveau de l'institution dans le cadre de la réglementation des médias. Nous sommes là pour veiller au respect des normes. Et quand vous parlez de temps équitable au niveau des médias et des services publics, le nouveau code électoral est allé encore plus loin et a parlé également de temps équitable pour les médias du secteur privé. Donc il s'agira pour une première fois au niveau de la HAC d'aller au-delà même des médias et des services publics et d'imposer, de faire respecter l'accès équitable même au niveau des organes de presse du secteur privé. Quelques jours après l'installation et l'inauguration de nouvelles infrastructures d'eau potable à Parakou, on entend la population grogner sur les stations radio concernant la qualité moins bonne de l'eau. Notre équipe de rédaction s'est rapprochée du chef département qualité eau de la SONEB pour mieux comprendre le phénomène. On l'écoute. Les ouvrages, les équipements de pointe qui sont installés ici aujourd'hui peuvent couvrir les besoins de la ville de Parakou pendant des années. Mais à la date d'aujourd'hui, la population n'ayant pas atteint cette densité, nous sommes dans l'attente que la population consomme l'eau pour produire, parce que nous en avons suffisamment. L'excès de production fait que le réseau est gorgé d'eau. Et dans la ville, il y a des réseaux, des tronçons sur lesquels il y a très peu de population. Donc l'eau qui est produite ici, aujourd'hui, peut-être sur des tronçons, ça peut faire 3, 4, 5 jours avant d'être consommé. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, c'est tout. Parce que la disponibilité existe. Mais avec ça, entre autres produits que nous utilisons, nous avons l'hypochlorite de calcium dont le principe actif est le chlore. Donc, quand on fait la désinfection et que l'eau va sur le réseau, sans le temps passe, le chlore qui fait la désinfection est un gaz. Le principe actif est un gaz. Il peut finir par s'évaporer, partir. Mais du fait que la population sur ce tronçon-là met du temps à consommer, le chlore serait parti. L'eau n'est pas traitée pour être longtemps conservée. Mais ceux qui achètent l'eau là, il ne faut pas qu'ils achètent l'eau, ça fait 2 semaines, 3 semaines. La qualité de l'eau va se dégrader parce que le gendarme, le chlore qui protège l'eau, lui ne va pas rester là longtemps. Pour ce qui concerne la SONEB, nous rendons désormais proportionnel à la demande notre production pour ne plus trop stocker l'eau pour qu'ils aient ce truc-là. Mais quant à eux, je leur demande d'avoir un minimum d'hygiène autour de leur point de prélèvement et de leur point de stockage pour que l'eau que nous avons fournie potable puisse être consommée potable. La SONEB à Parakou ne veut même plus attendre leur habitude de consommation. Qui nous appelle? Nous allons venir vider ce qui les gêne pour que ce que nous avons renforcé, ce dans quoi nous avons renforcé la désinfection avec le chlore là, puisse leur parvenir tout de suite pour leur donner satisfaction. Il faut qu'ils nous appellent. Il ne faut pas qu'ils crient, mais qu'ils viennent vraiment, ils nous appellent et qu'on vienne faire la vidange en ces points-là pour vite leur donner satisfaction.
Une forte délégation ministérielle conduite par Benjamin Rukwati, accompagnée des représentants du système des Nations Unies, a effectué ce mardi une visite à l'aéroport international Cardinal Bernadette Gantine de Cotonou. Le principal objectif de cette descente est de constater l'effectivité des mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations contre l'épidémie de la pneumonie due au coronavirus. Reportage. Ces trois ministres du gouvernement, à savoir Hervé Réroumé, Jean-Michel Abimbola et Benjamin Rukwati, qui sont allés constater de visu le dispositif mis en place par le gouvernement à l'aéroport international Cardinal Bernadette Gantine pour protéger les populations contre l'épidémie de la pneumonie due au coronavirus. Ils étaient accompagnés des représentants du système des Nations Unies. La visite guidée a été conduite par le directeur de la santé publique. Elle a permis de cerner réellement tout ce qui se fait à l'aéroport pour identifier les potentiels cas suspects. Au niveau de cet espace dont nous voyons passer les passagers, dès leur entrée ici, ils doivent pouvoir être exposés déjà à la caméra thermique qui est disposée, de manière à ce qu'on détecte la température. Après ce passage, ils doivent pouvoir passer dans un rang. Et dans le rang, il y a également à la sortie là-bas, nous avons des scanners qui sont également installés. Tout le long du fil, nous avons installé des matériels de désinfection dont le dispositif est là pour qu'ils puissent se désinfecter. Nous avons également installé ici des tables qui permettent aux personnes qui ont des fiches à remplir, éventuellement qui ne l'ont pas fait au cours du vol, de pouvoir le faire. Nous avons une salle de screening qui est réservée au personnel qui permet de faire le tri. Donc toute personne chez qui nous avons des signalements, on peut les récupérer pour pouvoir faire le tri. Au cas où nous avons une confirmation par rapport à la provenance qui peut être une zone à risque et puis la température qui est élevée, nous l'amenons dans la salle d'isolement qui est une salle où nous essayons de mettre la personne en condition pour essayer de recueillir suffisamment d'informations et quand cela est nécessaire, nous faisons appel au SAMU pour pouvoir le conduire au site d'isolement. Il faut ajouter que tous les jours, le matin, nous faisons une petite réunion pour voir ce qui s'est passé la veille et pouvoir tirer des conclusions pour améliorer le dispositif au besoin. Le dispositif est assez discret pour éviter toute panique. Pour informer davantage les passagers, on y retrouve également des affiches sur lesquelles on peut s'informer sur les mesures à respecter pour se protéger. À chaque étape de la visite, la délégation a été édifiée par rapport aux mesures prises. Et nous sommes entièrement satisfaits de ce que ce dispositif permet dès la descente de l'avion à l'entrée au hall de prendre la température et faire un interrogatoire poussé de la personne avant de l'amener si la personne est suspecte en salle d'isolement. Donc c'est un dispositif qui marche parfaitement et qui respecte les normes internationales. Le ministre de la Santé, Benjamin Rukwati, a rassuré les passagers à destination de Cotonou des dispositions prises pour assurer leur santé. Tout le dispositif est en place pour pouvoir isoler très rapidement et mettre en quarantaine tout cas suspect. Je voudrais donc de fait rassurer tous les passagers de ne pas s'inquiéter et rassurer également toute la population béninoise que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir garantir leur santé face à cette épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Le ministre du Tourisme a cherché à avoir des réponses à certaines préoccupations. Au cours des échanges, on note qu'il n'y a aucun cas confirmé dans la sous-région ouest africaine. Dans notre sous-région, il n'y a aucun cas. Dans notre sous-région, aucun cas. Les responsables du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H ont échangé dans l'après-midi de ce mardi 11 février avec les professionnels des médias sur le contenu du dit projet. C'est au détour d'une conférence de presse qui a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Mathieu Bokor, Semiati Soufou. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain est l'un des projets ambitieux du gouvernement de Patrice Talon, lancé le 29 juillet 2019. Il est un principal outil de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base pour tous les citoyens. H, c'est des formations professionnelles aux acteurs du secteur informel, de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce, du transport, etc. H, c'est également du crédit à des conditions exceptionnelles aux artisans, aux agriculteurs, aux commerçants, en gros, à tous les acteurs du secteur informel qui n'ont généralement pas accès au crédit des institutions financières de la place. Lorsque vous êtes détenteur de cette carte sur laquelle est inscrite votre affiliation à l'assurance maladie de H, vous avez droit à une consultation gratuite
Vous avez droit à des analyses gratuites lorsque la pathologie est contenue dans le panier de soins. Et enfin, vous avez droit à des médicaments gratuits. Le projet prend en compte le volet assurance maladie et est destiné aux couches les plus défavorisées, quel que soit leur âge. Il est entièrement couvert contre un nombre important de maladies. Il s'agit notamment du paludisme, une maladie très courante. Exemple et statistiques à l'appui. Le coordinateur national de gestion du projet H s'est réjoui du niveau d'exécution de ce projet 6 mois après. Nous avons déjà une facture de montant de 4 millions de francs CFA vis-à-vis des centres de santé. Les premières factures étant déjà honorées, nous avons les derniers lots reçus qui sont en cours de traitement pour être payés dans les quelques jours. Parce que de façon contractuelle avec les centres de santé, c'est un engagement de paiement dans un délai d'1 mois au maximum. Dès que les factures sont transmises à l'unité de gestion du projet H, au maximum 1 mois après, les factures sont honorées. Nous avons commencé par enregistrer déjà de très bons résultats. À la date du 9 février, où nous avons fait le dernier point avec les médecins coordonnateurs de zones sanitaires, nous étions à 2251 bénéficiaires ayant été dans les centres de santé pour bénéficier gratuitement d'une prise en charge sanitaire par rapport au contenu du panier de soins. Nous sommes très satisfaits par rapport au processus qui est mis en place. Les premières indications statistiques nous montrent que près de 63% des affections dont souffrent les plus démunis de notre société, c'est le paludisme qui vient en tête des consultations pour les bénéficiaires de la carte H. Deuxième pathologie, ce sont les affections respiratoires. Et là, nous sommes à 13% des cas de consultation. Ensuite, viennent les problèmes d'infection digestive et autres. Cette séance d'échange et d'information a aussi connu la participation des partenaires sociaux et financiers. Parlons justement du projet H qui prend en compte les couches les plus défavorisées. Une question importante a été adressée aux responsables du projet. Elle est relative aux critères de sélection des bénéficiaires. Une interrogation à laquelle le coordonnateur national de gestion du projet a tenté de répondre. Il est au micro de nos reporters. C'est des critères techniques très précis. Je vous ai évoqué un processus en 3 étapes. Dans une première étape, ce sont les communautés avec les CPS, avec le projet ACES, avec les ONG de développement des localités même, qui pré-identifient les ménages pour dire dans notre coin, voilà ceux qui sont vraiment en situation de vulnérabilité, de pauvreté, de précarité. Et ensuite, nous avons un LINSAE avec un questionnaire de 14 pages qui doit être renseigné sur le ménage, le nombre de personnes dans le ménage, la situation géographique, le toit, l'activité du chef de ménage, de la mère de ménage. Est-ce qu'un enfant travaille? Est-ce qu'il y a un revenu? Est-ce qu'il y a un grenier? Est-ce qu'il y a un cheptel de moutons? Etc. Toutes ces informations permettent de caractériser le score de pauvreté des gens. Et donc c'est une enquête très fouillée sur chaque ménage qui permet de qualifier maintenant le ménage de pauvre extrême ou de pauvre non extrême ou carrément de ménage non pauvre. Et c'est en situation de pauvreté extrême que le statut est validé et tous les membres du ménage ont droit à leur carte d'assurance RAVIP. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont eu une rencontre avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ce mardi. La délégation et les étudiants ont passé au peigne fin les comportements et les méthodes indispensables à une vie sexuelle épanouie. La séance s'est déroulée sur le campus d'Abomey-Calavi. Romaric Dossa, Ali Anthony pour le compte rendu. Comment dialoguer avec les enfants sur la santé sexuelle et reproductive? C'est la problématique de cette rencontre entre les autorités et les étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi. La séance a servi de cadre pour sensibiliser ces étudiants sur les comportements à adopter pour avoir une sexualité responsable et saine. La question fondamentale qu'il faudrait se poser, je pense, avant de pouvoir porter une grossesse, c'est de se demander est-ce qu'on est prêt pour avoir un bébé? Est-ce qu'on est prêt pour porter cette responsabilité?
Est-ce qu'on a de quoi subvenir aux besoins, à l'éducation de l'enfant? Est-ce qu'on a un plan de formation, un plan de carrière qu'on aimerait mener à terme et qu'on ne voudrait pas que cela soit interrompu par une grossesse qui n'est pas désirée? Est-ce qu'on est certain ou certaine que le partenaire en face est sain, qui n'est pas malade, qui ne porte pas une maladie qui peut nous porter préjudice? Parce qu'il suffit souvent d'un seul rapport non protégé pour porter un lourd fardeau. Dans la suite de sa communication axée sur les rapports sexuels en milieu scolaire, Véronique Toynfodé a invité les femmes à ne pas rester silencieuses face aux violences sexuelles. L'agression sexuelle aussi, on peut en parler. C'est toute forme de contact sexuel sans consentement et ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Bien sûr, donc on a les tentatives de viol, les attouchements non désirés sur les parties génitales, etc. Et on a un code pénal qui punit cela. Vous devez en prendre conscience et savoir aussi vous démarquer ou briser le silence. Chères apprenantes et chers apprenants, je vous sais assez responsable et assez mûr pour comprendre que l'avenir de ce pays repose entre vos mains et le développement de notre État dépendra en grande partie de la personnalité que vous vous forgerez au cours de votre formation universitaire. Selon les responsables de l'enseignement supérieur, des associations sont créées sur le campus afin de sensibiliser les étudiants sur la vie sexuelle en milieu universitaire. Pour eux, c'est un outil indispensable pour former des hommes et femmes responsables et conscients. Au sein de la jeunesse estudiantine, il y a une très belle organisation. Il y a des organisations qui se chargent justement de traiter des questions du genre. L'équipe rectorale également organise des échanges de façon périodique avec la communauté universitaire. L'élément essentiel, c'est que la découverte de la sexualité nous soit la porte ouverte à un monde dramatique. Ce sont les responsables de demain que l'on forme ici. Et si on ne réussit pas la sensibilisation à ce niveau, il va être difficile d'atteindre nos objectifs. Cette séance d'échange a permis de recenser certaines préoccupations des étudiants. Des préoccupations qui ont pour la plupart trouvé satisfaction chez les autorités ministérielles. Les étudiants se sont donc réjouis de cette séance qui vient apporter un plus à leur éducation sexuelle. Mercredi 12 février 2020, ce sera tout pour les informations de la mi-journée. Le journal est réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.